Bienvenue dans les petits podcasts du lieu musical. Je t'explique le principe. Un vendredi par mois, en stream, je te laisse 1 heure pour découvrir les secrets de nos artistes. Et je te promets que jamais tu ne les auras entendus comme ça. Je n'en dis pas plus, je te laisse avec les pros. Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter pendant 1 heure avec Philippe Amelot. C'est parti pour la première phase des petits podcasts du lieu musical. Timer. Bonjour Philippe, tu peux te présenter ? Philippe Amelot, né en 62, donc c'est pas hier quoi. Donc j'ai une 60aine d'années, voilà, et guitariste et bassiste dans une formation musicale et puis depuis pas mal d'années quoi. Alors dis-nous, tout est né où Alors je suis né à Dunkerque, je suis un pur produit dunkerquois. J'ai pas émigré dans d'autres villes, etc. Donc je suis resté dans la même ville quoi. Voilà. Dis-moi, à quel âge tu as commencé la musique ? Alors, pour ce qui est de la musique, je pense que j'ai une influence paternelle, parce que mon père avait une guitare classique et dans toutes les communions ou les manifestations de famille, il chantait du Brassens, du Brel, et ça m'a marqué en fin de compte. Ça m'a beaucoup marqué. Et par la suite, étant donné que c'était les années 60-70, c'est la guitare électrique en fin de compte qui m'a fasciné. Et à partir de ce moment-là, je reprenais en fin de compte le flambeau de mon père, mais côté électrique. Voilà. Le genre musical que tu pratiques, c'est lequel ? Alors, au tout début, j'ai été influencé par le hard rock. En fin de compte, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, je dirais, avec Deep Purple. Et c'est au lycée où il y a un copain qui est venu me voir et il avait une cassette. À l'époque, c'était des lecteurs cassettes qu'on amenait de temps en temps en interclasse. Et puis, en fin de compte, il m'a fait écouter Van Halen et là, ça a été l'électrochoc. Parce que c'est un groupe de 22 ans qui arrive, qui sort un album et là, ça m'avait complètement fait rêver et puis je me suis dit c'est ça que je veux faire quoi. Donc voilà le départ là-dessus sur ce style musical, le hard rock. Et après c'est en faisant des groupes. Alors je vais peut-être pas dévoiler tout de suite, mais en fin de compte c'est en faisant 2 groupes et dont le deuxième c'est un batteur que j'ai rencontré, Eric Grudler, qui m'a ouvert les oreilles. Et à partir de là, il m'a fait découvrir tout ce qui était le rock progressif, le jazz rock. Et là, ça a été un émerveillement pour moi et une nouvelle découverte de style musical, quoi. Voilà. Parfait. Dis-moi, Philippe, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Philippe ? Oui, c'est l'ami des chevaux. Mais je suis jamais monté sur un cheval et j'ai la trouille bleue de ça. Voilà. Mais voilà. Ah, effectivement, apparemment, ça veut dire qui aime les chevaux. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Phil, ami, et hippos, donc voilà. Alors Philippe, tu joues de quel instrument ? Alors, au début, je me suis focalisé sur la guitare. Je suis totalement autodidacte. J'ai fait quelques cours quand j'avais 5-6 ans, des cours de solfège, mais ça m'a dégoûté. Pourquoi ça t'a dégoûté ? Parce qu'à l'époque, en fin de compte, il fallait faire 2 ans de solfège avant de toucher l'instrument. Et moi, au bout de même pas 2 ans, au bout d'une année et demie, en fin de compte, le fait d'être tout le temps en solfège, ça m'a gavé et puis j'ai abandonné. Bon, j'avais peut-être aussi un caractère un peu trop d'abandon dès le départ. Et après, ça a été autodidacte à partir de 15-16 ans, quoi. C'est toujours le problème des autodidactes, en fait. Ouais. Quand on appréhende un instrument en premier, après, on a du mal à repartir sur quelque chose de beaucoup plus classique et de se dire, je vais faire du solfège, je vais apprendre ce que c'est qu'une mesure, etc. Donc forcément, c'est toujours une réelle difficulté. Tout à fait. Et la guitare, et pourquoi pas un autre instrument ? Alors, j'étais fasciné aussi, ça c'était les années 80, donc j'étais dans la guitare à fond les ballons, et puis avec mon batteur, déjà que c'était un batteur exceptionnel, donc j'ai retourné mes oreilles non pas sur la guitare tout le temps, mais j'ai découvert la batterie quoi. Lui, c'était un fan de Phil Collins et là j'ai commencé à découvrir ça. Donc ça m'a plu d'aimer la batterie. La batterie c'est quelque chose que j'aime bien, mais je suis incapable d'en jouer. Et il y avait aussi un autre groupe qui s'appelait UK avec Eddie Jobson et puis il y avait bien sûr Bill Bruford, etc. Et Eddie Jobson c'était comme un Eddie Van Halen, c'est exactement ces 2 jeunes prodiges. Et lui, il jouait à la fois du clavier et du violon. Il avait joué avec Frank Zappa et ça aussi ça m'a scotché quoi. Et je me suis dit c'est des êtres qui sont capables de jouer 2 instruments, du violon, du synthé, mais d'une manière vraiment de manière impeccable quoi. Donc ça
Ça m'a toujours attiré, mais j'ai jamais fait. Et après, j'ai appris la basse. C'est quand je faisais Tumble Home avec Ono Tovanger. Et pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de bassiste. Et c'était Ono qui prenait ça avec le clavier. Et en fin de compte, j'ai pris la basse comme ça par contrainte au départ. Mais après, je suis devenu amoureux à fond. Parce que maintenant, je joue des deux, quoi. Donc voilà. Alors j'enchaîne sur une question, c'est ton approche musicale, elle est comment ? Oh là, grande question, là. Qu'est-ce que tu entends par là ? Donc, quand je dis approche musicale, je dis, je suis allé voir, en fait, tu as un instrument quand même un peu particulier. Ouais. Ah, tu parles de la double manche. Il me semble. Ouais, voilà. c'est Comment ça se passe, ça, en fait ? Ah c'est-à-dire que c'est pareil quand on était justement à 3 en trio. Qu'est-ce qui fait que pour un musicien, on a un manche, on veut un deuxième manche ? Moi, ça m'intéresse, ça. Alors, c'est compliqué. Alors, pour moi, c'est encore plus compliqué parce que dans les années 80, à un moment donné, je voulais avoir une double manche, une 6 cordes et une 12 cordes, parce que j'étais passionné par les effets. Au départ, c'était ça. C'était ça avec le fameux batteur avec qui je faisais. Le groupe s'appelait ESPG, Extra Sensorial Project Group. Je te dis pas le nom. Enfin, peu importe. Mais ça a été quelque chose qui m'avait fasciné, c'était les effets. Et lui, à partir de ce moment-là, il m'avait donc aiguillé en disant pourquoi tu t'achèterais pas une guitare synthétiseur, ce que t'as connu quand j'ai. Voilà. C'est assez particulier. Et la double manche est arrivée. En fin de compte, à partir du moment où j'ai joué avec Ono puis Rémi à l'époque, où on n'avait pas de bassiste. Et pour combler ce manque de bassiste, je me suis dit, je fais mes solos de guitare ou mes accompagnements de guitare, voilà, ça je sais faire. Et après, je bascule sur la basse. Quand Ono devait partir sur des solos en piano, etc., pour ajouter le côté basse, quoi. Voilà. Et le slap est arrivé aussi. Alors le slap, c'est un amour qui est lié aussi, c'est un amour en découvrant Level 42 et aussi en découvrant bien sûr ton frangin. Parce que ton frangin en slap, qu'est-ce qui m'avait vraiment bien influencé en fin de compte. En plus pareil quoi, ton frère très jeune, 16 ans je crois, 16-17 ans, et puis il slappait comme à 10 ans en fait. Avec une basse violon. Pour te dire quoi. Voilà, et lui-même il savait pas qu'il allait jouer de la basse un jour. Donc Hakim m'a bluffé, je dirais. Ouais, moi à l'époque j'avais déjà 24 ans quoi, donc ça m'a bluffé, et puis ce côté slap, c'est ça qui m'a mis le pouce sur la basse. Tu as un groupe ? Oui, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai un groupe. On reviendra après sur ce qui s'est passé un peu avant, mais là aujourd'hui tu as un groupe, ça s'appelle comment ? Fillmore, en fin de compte c'est... Mais pourquoi Fillmore ? Parce que c'est François qui l'a trouvé, donc on quittait donc Tumble Home. Alors François, qui est-ce ? François Moreau, c'est mon batteur depuis et ami depuis 1987. Donc on a toujours fait des groupes, j'ai toujours fait des groupes avec lui, et peu importe les musiciens qui nous accompagnaient, et après c'est la vie, et puis voilà quoi. Donc François, on s'est retrouvés à deux parce que Ono a abandonné, donc a préféré faire autre chose que le style jazz rock, et puis on s'est retrouvés à deux, donc ça a été un moment, une période un peu bizarre, c'est-à-dire je dirais à la rigueur le creux d'une vague quoi. Tu sais pas si qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu repars, tu repars pas. Tu continues la musique. Voilà, surtout que t'es âgé quoi, c'est-à-dire que tu t'approches de la soixantaine, donc c'est arrivé il y a 2 ans. Là t'espères plus être une star. Non, ni le jet de string sur la scène, tu vois, comme Mike Jagger. Mais bon, c'est rien, c'est pas grave. J'aurais seulement des gains playtex de 14h ou de 18h, je sais pas, peu importe. Mais en fin de compte, c'est ça, tu arrives sur le creux de la vague, mais aussi la technologie a évolué. Donc il y a les loopers. Et là, pareil, tu te remets, tu repars à zéro. C'est quoi un looper ? Alors un looper, en fin de compte, c'est une bécane qui te permet d'enregistrer en live directement une expression de ton instrument, que ce soit un rythme, des accords, des solos, des riffs, des gimmicks, etc. Alors, je pose la question pour ceux qui... Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis, en fin de compte, à la suite de ça, je m'y suis mis, j'ai acheté un sacré looper, et puis on a commencé à composer, François et moi, et puis c'est reparti. Et après, c'est vrai qu'avant on s'appelait Tumble Home, on s'est dit c'est tout, c'est le passé. Et puis comme il y avait Moreau
mort. Phil, profil Amelot, donc Phil mort, c'est voilà. Et en plus, ça peut faire un jeu de mots. C'est pour ça qu'aussi que ça fait partie d'un morceau de notre album, un futur album, qui s'appelle Phil mort. C'est sentir plus et faire plus, quoi, en fin de compte. Voilà. Et ça joue comment, en fait, Phil mort aujourd'hui? C'est quoi le genre musical? Alors, le genre musical, je j'aurais pas la prétention de dire que c'est du jazz rock. Moi, je dirais plutôt c'est du rock instrumental technique, quoi. Surtout ça, quoi. Donc, c'est beaucoup de mélodies, beaucoup de riffs, et puis beaucoup de breaks, mais d'un autre côté, très musical, quoi. Alors, je te propose d'écouter un petit morceau, et on en parle un petit peu après. Ok, ça marche. On a parlé de Phil mort. On va continuer encore un petit peu d'en parler. Vous êtes qu'à deux. Oui, tout à fait. Il n'y a pas nécessité de rajouter... Je sais pas. Franchement, à l'heure actuelle, l'avantage, la force. Alors, je vais dire l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est à deux, on compose très vite. Donc ça va vite. Vous êtes pressé? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez aller vite alors? Non, c'est pas ça. C'est qu'on va très vite dans les compos et ça, c'est plus facile, je dirais, plus facile. Si tu as par exemple 4-5 personnes, soit tu composes avec tout le monde et dans ce cas-là, chacun a sa part de morceaux, c'est-à-dire sa part de réflexion sur le morceau, de composition. Donc c'est compliqué. Après, tu en as certains qui n'aiment pas certains passages, il y en a d'autres qui n'aiment même pas du tout l'autre passage, etc. Donc ça peut devenir conflictuel. Ou alors tu t'appelles Frank Zappa et puis clac, tu as peut-être un big band ou je sais pas, t'as un groupe de 15 personnes, c'est toi qui viens avec les partitions, donc moi je sais pas écrire les partitions, c'est dur. Non, et puis je pense qu'à un moment donné, effectivement, quand on a connu tout ce qui était groupe, tout ça, on a envie d'aller à l'essentiel et d'avoir une efficience dans la construction musicale. C'est ça, et puis c'est aussi l'âge aussi. T'acceptes plus de choses étant jeune, où tu es capable de t'adapter rapidement, plus tu vieillis, plus tu t'adaptes moins facilement, voilà quoi, ça fait partie de la nature humaine. Faut pas sortir avec la chanteuse du guitariste, comme on dit. Non, on n'est jamais sorti avec la chanteuse du guitariste. Ça foire plein de choses. C'était la bassiste du chanteur. Ah bah tu vois, je le savais. C'est pour ça que je posais la question. Alors en fait, voilà, on va faire un petit virage. Je vais te dire la vie des bêtes. Ah, la vie des bêtes. Alors ça fait partie aussi d'une période qui est pour moi, enfin je vais te l'avouer, pour moi la période la plus belle de ma carrière professionnelle, si je peux dire ça en tant qu'amateur, c'est les années 80, surtout les années 88 à 92, où il y a eu La Vie des Bêtes, il y a eu Tape 5 à l'époque, et il y a eu aussi Bongo Slap, et tout le lieu musical qui émergeait, parce qu'il était créé en 86, je crois, donc on est arrivé, 1986. Nous on est arrivé fin 87. Construction début fin 84 et inauguration juin 86. C'est ça. Et La Vie des Bêtes, c'est parti d'un coup de bol, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Jean-Louis Maire qui avait dit justement, nous, la télévision, la STV à l'époque, on va créer une émission musicale. Et moi, à l'époque aussi, donc j'étais embrouti avec mon employeur à l'époque, et puis il m'avait licencié, etc. Donc j'étais un peu sur le carreau.
Et sur le carreau, à un moment donné... Donc, tu avais du temps libre. J'avais du temps libre, exactement. Et puis, à l'époque, donc Jean-Louis m'a appelé, il m'a dit si ça t'intéresse, on cherche un animateur, etc. Et ça a matché. Ça a matché avec Jean-Louis Maire, ça a matché à l'époque avec Fabrice Arquiche, avec le directeur. À la STV qui était aussi... il y a encore des anciens de la STV qui sont là depuis le départ. Comment il s'appelle Monsieur Hamelot, Monsieur Delonne. Philippe Delonne, voilà, exactement, je cherchais le nom. Oui, tout à fait, avec Philippe Delonne. Petit clin d'œil à Philippe. Un gros bisou à Philou. Et voilà, donc c'est parti là-dessus. Et en fin de compte, ce qui est bien aussi, et c'est ça qui est chouette, c'est que tu rencontres des gens qui sont différents de toi. Toi, tu es à fond dans ton jazz rock, machin, avec Tape 5, et puis avec le funk. Et puis tu rencontres Fabrice Arquiche, puis d'autres, et puis Régis aussi, voilà. Et puis ils te font écouter, parce qu'en même temps, on diffusait de la vidéo. Donc la vidéo, c'était tout style. Et de temps en temps, il te passait un bachou, machin, de choses que moi, j'avais pas l'habitude d'écouter. Et là, tu découvres, et là, tu te prends des claques. Et là, tu dis, ouais, il y a quand même des choses vraiment belles dans la musique, quoi. Voilà. Et ça, c'est la vie des bêtes. Ouais, voilà. Et puis peut-être... Bon, alors, il y avait le côté musique, Philippe Hamelot, Vie des bêtes. Ouais, il y avait aussi Philippe Hamelot, présentateur de la Vie des bêtes. Ouais, c'est vrai que ce côté-là... J'ai toujours été clown étant gamin, donc à la rigueur, c'était du live, hein, mais bon, j'y allais, quoi. C'était un petit peu le Philippe Manœuvre local, je crois. Ouais, peut-être, ouais. De temps en temps, il fallait me freiner parce que j'étais capable de me foutre à poil, mais bon, j'ai arrêté quand même. Hein. C'était quand même une télévision locale, fallait pas que ça soit vraiment en dessous de la ceinture. Voilà. Ouais, on gardait quand même. Voilà, on avait un autre sérieux, et puis c'était le sérieux des années 80, et puis voilà, et je regrette pas, au contraire. C'est des bons moments, très 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 bons moments. Tape 5, c'est qui ? Ah, Tape 5. Alors je reste dans la vie des bêtes, bien sûr. Ouais, Tape 5, c'est qui ? Alors Tape 5, c'est 5 potes. C'est il y avait Jean-Pierre Lété qui était au clavier. Il y avait Marc Planquel à la basse au départ, et il y avait Abderrahim Hayat aux percussions et François Moreau bien sûr à la batterie. Et en fin de compte, c'est Marc Planquel que je connaissais avant parce qu'il était venu me voir à un concert à l'époque où je faisais du hard rock et compagnie. Et puis j'ai matché avec lui, on a parlé de musique, machin. Il venait d'aller voir, je sais plus, Deep Purple ou Rainbow. Donc moi j'étais scotché là-dessus, donc ça a matché. Et je le rencontre par hasard à Dunkerque, et puis je quittais mon boulot à l'époque, je le rencontre dans la rue, on va boire un coup, etc. Il dit, tiens, justement, je suis en train de faire des buffs avec des amis. Et moi, j'étais sur le carreau parce que mon groupe avec l'ancien batteur s'était terminé en 83, et je me trouvais être guitariste tout seul depuis 3-4 ans, quoi. Et à partir de ce moment-là, je dis écoute, si ça dérange pas, je prends à l'époque bien sûr j'avais acheté ma guitare synthé, je dis si ça dérange pas, je prends ma guitare synthé, je viens. Et puis ça a démarré comme ça. Et puis ce qui est même bien aussi dans cette période, c'est qu'on a fait des premières parties mais extraordinaires. On est en novembre 1989. Ouais. Nous sommes exactement le 7 novembre. Oui. Il est 20h30. Oui. Tu fais quoi ? Et je passe en première partie du groupe phénoménal qui s'appelle Sixon. Ah là. Et que il y a 2 ans, j'écoutais que leurs albums. J'avais acheté l'album Pygmée, ça m'avait scotché, mais vraiment scotché. Et tu te dis, c'est génial. Après, ils ont sorti le fameux album Explore, voilà. Et là, on va te dire, tu vas faire la première partie de Sixon parce qu'ils viennent à Grande-Sainte. Alors là, et je peux dire pas c'est comme si Michael venait à Dunkerque. Voilà, c'est ça. Voilà, dans le domaine. T'y crois pas, tu te dis non, c'est pas possible. Voilà, t'as pas un peu les foi, mais quand même, quoi, il faut assurer. Et puis voilà, quoi. Et puis ça s'est bien passé. Et même le repas après, ça s'est très 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 bien passé. Non, mais c'est vrai que, en fait, pour dire que pour des jeunes musiciens amateurs sur Grande-Sainte, de rencontrer une formation comme Sixon et être sur la scène avant eux, avoir le bénéfice d'une sonorisation magnifique, ça met effectivement... c'est tout ce qu'attend un musicien, je pense. Oui, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai effleuré ce côté, professionnel. Parce qu'on avait passé en première partie aussi de comment il s'appelle, Didier Malherbe. Et puis alors, j'étais dans la salle, ils avaient rien à envier à Sixon, Tape 5, ça va. Hein. Merci. Mais en plus, il y a une vidéo, une super vidéo qui a été filmée par la STV, donc ça, c'est c'est quelque chose de... C'est mémorable, quoi. C'est un souvenir formidable. Et je peux... Excuse-moi. Pardon. Et je parlais donc justement de cette période aussi où on était avec des musiciens professionnels, et puis j'ai rencontré aussi, on a fait une première partie, c'était dans une ferme à Blandec, et c'était quand même Pip Piles, donc c'était les anciens de Soft Machine,
Et des gens qui ont joué avec des grands internationaux comme Alan Allsworth et compagnie, c'est des trucs qui m'ont flingué, quoi. C'est de la consécration. Voilà, tu touches en fin de compte des gens que tu vénères. Ce qui nous emmène à une autre question. Le lieu musical. Tu es tombé dedans à quelle époque ? Moi, le lieu musical, je suis tombé fin 87. En fin de compte, j'appelle ça Noël 87. Alors pourquoi je te pose cette question ? Tu jouais où avant, en fait ? Avant, je jouais dans une cave chez un pote qui se trouvait à Coudekerque, avec des boîtes à eux partout, là, parce que il y avait de temps en temps des flics qui se pointaient, qui vérifiaient si on faisait pas de bruit, etc. Donc, et puis ça a été jusqu'en 84. Et après, j'ai un trou, parce que j'étais dans mon appartement, j'ai un trou de 84 à 87, quoi. J'ai 3 ans où t'es avec ta guitare tout seul et tu fais pas de groupe, quoi. Donc ça, c'est frustrant. Mais le lieu musical, c'est Noël 87 où je suis arrivé, on a fait le premier bœuf, et puis je me souviens après, on est allé boire un coup ensemble et on a dit, moi j'avais proposé, et puis j'avais envie, je dis, on ferait un groupe, ce serait chouette, et tout le monde a dit oui, et ça a été du bonheur, avec le groupe Tape 5. Cette période, tout ça, 89, 90, 91, qu'est-ce que t'en retiens ? Un émerveillement. C'est quelque chose de sublime, voilà. Le musical, tout, et en plus même les groupes à côté, Bongo Slap, etc. Il y avait des groupes de hard rock et tout, de tout. Il y avait de tout. C'était vraiment génial. Franchement, il y avait le studio aussi Malherbe qui a bougé. Ah aussi. Donc voilà, quoi. Voilà, Top Timer. Nous allons maintenant passer au speed dating x3. Pourquoi ? Parce que 3 propositions, 2 questions ou 2 réponses à chaque fois. C'est parti. T'es prêt, mon Philippe ? Ouais, vas-y. Donne-moi le nom de 3 Philippe célèbres. Il y a Philippe Auguste, Philippe Lebel, c'est moi. Non, c'est pas moi. Et puis, alors il y en a un que j'ai en mémoire tout de suite qui m'arrive, mais je l'aime pas du tout, c'est Philippe Pétain. Mais bon, c'est tout. Non, c'est pas bon. Moi, j'avais pas choisi ces trois-là. Philippe Aurel. Allez, je remplace Pétain par Philippe. Aurel. Non, c'est Marc Aurel. Putain, quel con. C'est pas bon. Je suis 0 pointé. Non, alors, allez, c'est bon. Voilà. Si tu étais un roi mage, tu serais plutôt Melchior, Balthazar ou Gaspard ? Ouais, Balthazar. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que ça sonne bien. Alors, je te dis 1, 2, 3. Tu me dis quoi ? 1, 2, 3 soleil, c'est sûr. Ça, c'est psychologique. Ouais, je vais sortir. Et tu me dis 4, 5, 6 ? Ou nous irons au bois ? On irons au bois. Ok, donc ça veut dire que tu as un esprit pratique. Ah, bien, voilà. C'est bien. Parce qu'on va aller couper le bois pour faire du feu dans la cheminée. Ouais, on peut faire des guitares aussi, c'est pour ça que c'est... Et des guitares. Je te dis, Sixsoon, Fela ou Lockwood, lequel tu choisis ? Sixsoon, à cause de ce souvenir. Ouais. Pourtant, je les aime les autres. Hein. Les autres, même Lockwood, je l'ai rencontré quand on avait fait. On est allé voir Frank Zappa. C'était à Bourges, au printemps de Bourges. Et dans le train, en rentrant, parce que François il avait cramé sa bagnole, donc on a dû prendre un train en urgence. Et dans le wagon, il y avait Didier Lockwood. Donc, alors, parce que la voiture a pris feu ? Non, parce que François, il avait une voiture qui était pas terrible et puis en fin de compte, il a cramé le moteur parce que sa culasse a complètement foiré. On a réussi à rouler jusqu'à on va pas donner la marque de la voiture, non, c'est Fiat. et puis en fin de compte, on a tous dormi dans la voiture en plus avec Abder, avec Jean-Pierre Lété. C'était 3 portes, une 2 portes. C'était 2 portes. 2 portes, écoutez. 4 gars dans une 2 portes. On voulait faire des économies. On va voir Frank Zappa. Alors, première partie, Didier Lockwood, avec André Ceccarelli. Enfin, bref, magnifique. Frank Zappa, alors là, je te dis pas. En plus, il avait joué, je pense qu'il avait joué 3 heures ou 3 heures et demie, sans arrêter. Le batteur, il avait une gourde sur le côté, comme un cycliste, quoi. Et il a pas arrêté. Le mec, c'est comme s'il faisait 3 heures de batterie non-stop, quoi.
Et après ça, on est allé s'endormir. On a téléphoné à l'assurance et que ça patati patata. Je te parle pas du samedi dimanche. Et puis on prend le train. Et dans le train, qui c'est qu'on rencontre dans un wagon? Didier Lockwood. C'est là qu'on se rend compte que la vie de musicien, c'est jamais de tout repos. Hein, non, tout à fait. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, c'est compliqué. Voilà pour l'anecdote. Quoi. Alors tu me donnes un titre de Bachung, un titre d'un groupe saintois, le nom d'un groupe saintois, et un titre de Piaf. Alors, Bachung, Joséphine, c'est le premier qui me vient à la tête. Joséphine. Alors, Grande Saintois? Un groupe saintois. Il y a Bongo Slap. Avec lequel... Si. Ça a été une bonne école de funk que j'ai utilisée à l'occasion de temps en temps. Parce que je suis partie prenante, je veux pas trop en parler, mais c'est vrai que ça a été une belle aventure. C'est une très belle aventure. Et un titre de Piaf? Un titre de Piaf? Non, rien de rien, je ne regrette rien. Voilà. Effectivement, je pense qu'il a... Alors, tu préfères être debout, être souvent assis, ou rester allongé? Quand je répète à la maison, je suis tout le temps assis pour travailler ma guitare, mais sinon les 3/4 du temps, je suis debout quand je joue. Donc debout, c'est bien. Ça m'évite de m'encrouter. Ouais. Tu vas voir un film. Ouais. Tu vas voir Marche à l'ombre. Ouais. Le dernier des samouraïs. Ouais. Ou La Grande Bouffe. Tu peux répéter un peu? Alors je te dis, tu vas voir un film. Ouais, vas-y. Est-ce que tu vas voir Marche à l'ombre? Ouais. Alors pourquoi? On en parle après. Ouais. Le dernier des samouraïs. Ouais. Ou bien La Grande Bouffe. Ouais, je prendrais pour La Grande Bouffe. Quoi. Et pourquoi, dis-moi? Parce que c'est lié peut-être à l'époque, et puis c'est un film scandaleux. Et en fin de compte, ça me rappelle un souvenir, parce que le film, je l'ai vu par petits épisodes. Et en fin de compte, ça m'a été raconté par un ami qui m'a raconté le film de A à Z. Donc je l'ai dans la tête, même si je l'ai vu par bribes. Et c'est pour ça. 7 samouraïs, je l'ai vu, mais bon, sans plus. Et puis le premier, non. Voilà, c'est ça. Tu viens de gagner au loto. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Hein. On dit à personne? Ah non. Enfin, on ne dit pas. Hein. Si tu veux. Tu viens de gagner au loto. Ouais. Tu peux me donner 3 destinations que tu aimerais découvrir? Je partirais bien sûr du côté de... Il y a le Canada que j'aime bien, il y a bien l'Australie, c'est sûr, Hawaï, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie. C'est toujours compliqué de choisir une destination. C'est incroyable. Mais par exemple, le Canada, pourquoi le Canada? Le Canada, je sais pas, ça m'a toujours fasciné, je sais pas pourquoi. Peut-être le côté neige, côté grandes étendues. Ouais, c'est le côté grandes étendues parce que c'est énorme, quoi. Et puis il y a cette neige, ce froid, je sais pas. En fait, ça te correspond, parce qu'en fait, on voit loin. Peut-être, c'est ça. C'est peut-être ça. Peut-être ça aussi. Cette notion d'étendue. Incroyable. On voit pas l'horizon. Voilà, incroyable. Voilà, c'est ton schéma musical aussi, je crois, parce que moi, je sais que je t'ai écouté longtemps et à chaque fois, quand tu partais, on savait pas quand est-ce que t'allais t'arrêter. Je me souviens très bien. Oui, ça c'est vrai. Ça. Donc ça te correspond bien, c'est vrai que peut-être, ouais, c'est vrai. Et disons, bien vu. Ah non, mais c'est ça. Je pense que là, au Canada, les immenses étendues, c'est les étendues des morceaux de Philippe. C'est ça. Mais ça écoute, c'est vraiment à écouter. Bien vu. Bien vu, Karine. Deuxième destination, c'était? J'avais dit l'Australie. L'Australie. Oui, c'est devenu tellement commun parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je vais aller au bout de la planète, donc je vais aller à l'Australie. Ouais, ça a toujours été une destination adolescente. Exactement. Des 68 arts ou des hommes, enfin des personnes comme moi des années 70. Tout ça en Australie, mais on ne sait pas pourquoi en fait. Alors qu'à Dunkerque, il y a des belles choses à voir. Oui, et puis on fait de la bonne musique à Dunkerque. On n'a pas les kangourous, mais... C'est rien, c'est pas grave. On a des chats. Avec lequel de ces Manu préférerais-tu voyager? Manu Katché, Manu Dibango ou Manu Chao? Manu Katché, parce que j'aime bien la batterie. Voilà. Et Manu Katché, c'est un batteur extraordinaire. Demain, il me dit, Philippe, je fais un bœuf avec toi. Déjà, je pleure. Deuxièmement, je me réveille en me piquant en disant c'est bien lui qui m'a téléphoné. Et puis, troisièmement, je prends la guitare. Même si je me prends un vent, je m'en fous. C'est l'histoire de... c'est un grand maître. Oui. Et puis, voilà quoi. C'est ce qu'il avait expliqué une fois sur Arte. Il avait dit, j'étais dans ma chambre, j'avais des posters de Peter Gabriel, etc. Et puis, jamais j'imaginais que j'allais jouer avec eux. Et il a joué avec eux. Donc, c'est pour ça que si Manu, tu m'entends, t'as envie de faire un bœuf avec Philippe, je viens. Alors voilà, j'en viens parce que je voulais te demander avec lequel tu passerais une soirée au lieu musical. Avec Manu aussi. Avec David pour et jouer Karim. De la batterie. C'est magnifique tout ça. 3 endroits de Grande Sainte auxquels tu penses.
3 endroits de Grande-Synthe auxquels je pense. Le lieu musical, déjà. Ça, c'est number one. Ça, c'est sûr. Après, il y a François habitait, ses parents, son père habitait aussi Grande-Synthe. Donc, c'est sa maison, parce qu'on allait le chercher, on revenait. Des fois, on le ramenait parce qu'il était dans des conditions très éthyliques. Quoi, François, notre batteur. Ça lui est arrivé. Ah oui, t'as qu'à demander avec Dominique Val, une paire de fois. On le ramenait. Regarde pas. On le ramenait devant la porte, et puis on sonnait, on se barrait, et puis il y avait que la maman qui découvrait son fils un peu éméché, quoi. Ah, ça devait être bien, ça. Oui, c'était des bons souvenirs. Il habitait le quartier un peu Victor Hugo, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, et troisième endroit ? Et ma petite copine à l'époque, c'était la sœur de Manu Del Pozo, quoi. Donc c'est rue Racine, je crois, elle habitait là. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Voilà. T'avais tout dans le même quartier, en fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Le batteur, l'amour, la copine. Ça, le pied, ça. C'était le côté pratique. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. 3 supports audio pour écouter la musique spontanément, qu'est-ce qui te vient ? Le vinyle, le premier, parce que c'est le premier truc que j'ai découvert et qui m'a toujours fait rêver, parce que même si j'écoutais des artistes quand j'étais adolescent, tu prends la pochette et tu décortiques le moindre mot sur la pochette, même le copyright, le machin, la publication, même l'imprimeur, tu parcours la pochette. Alors, je me souviens, il y avait des albums, en fait, tu avais toutes les chansons, tous les textes. Exactement. Tu ouvrais la pochette en deux, tu avais chaque chanson. C'était comme un livre, en fin de compte. Ça, c'est le premier truc. C'est là que tu comprends que tu dois apprendre l'anglais, souvent. C'est vrai. C'est là où tu te formes en anglais. Après, c'est la cassette, bien sûr, parce que la cassette, c'était grosso modo le petit truc qui te permettait d'écouter, de réécouter, de rembobiner, de réécouter. Ça tenait dans la poche. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, après, je dirais le CD, parce que le CD, c'est aussi une nouvelle découverte. Et puis le son sans grésillement, quoi. Alors maintenant, il y a des gens qui disent ouais, mais le vinyle c'est chaud parce que les amplis à lampe, ça, peu importe. C'est les trois supports mécaniques sur lesquels j'ai une référence là-dessus, quoi, et que j'adore. Vous avez avec Tape 5 laissé des supports? Non, attends, non, on a une cassette, je sais plus si j'arriverai à la retrouver, mais par contre le seul support qu'on a, c'est les supports vidéo grâce à la STV. C'est surtout la STV qui nous a conservé une mémoire de Tape 5, et ça c'est pour ça que je dis que c'est une époque magnifique, quoi. On a le lieu musical et la STV, je veux dire, ces deux choses nous ont permis de nous étoffer, quoi. Et puis on avait quand même ça nous donnait quand même une publicité, même si c'était la STV bien, et c'est local, quoi, grosso modo. Mais au moins, t'avais quelque chose de gravé, quoi. Et ça permettait à tous les musiciens justement d'utiliser l'outil pour faire de la promo, pour aller démarcher sur des concerts. C'était vraiment... Voilà, bon, je suis sorti un petit peu du champ, mais je reviens avec une autre question. Est-ce que tu peux me citer 3 espaces de répétition qui ont existé sur le territoire dunkerquois, ou qui existent ? Moi, il y a le lieu musical, mais je sais pas si je peux dire ça, c'est Dunkerquois, pour moi c'est Grande-Synthe. Il y a le fameux lieu aussi au 4 Écluses, là, qu'on a utilisé à un moment donné quand il y a eu les travaux ici, donc ça nous a bien dépanné. Après, je sais pas. Là, je suis un peu perdu. Je sais qu'il y avait aussi... mais on a le droit. Je pense qu'il y avait aussi un lieu du côté de Gravelines, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, donc je sais pas. C'était l'espace de Kestekel, il me semble. C'est peut-être ça. Qui a dû rendre sa concession à EDF, je crois, à l'époque, et du coup, ils ont dû arrêter un petit peu l'activité. Ouais. Moi, ce qui m'a flingué, ce qui m'a surpris, c'est que c'est un lieu, à l'époque, on l'appelait ça expérimental, alors que maintenant, il n'y a plus d'expérience. Enfin, je veux dire, les gens qui sont en lieu musical, c'est des gens talentueux, quoi. Même si on dit, oui, c'est des amateurs, on s'en fout. C'est des gens amateurs, à la limite presque professionnels, mais talentueux. Et ce qui me sidère, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres villes en France, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres villes en France qui ont fait un lieu comme ça. Et c'est incroyable. Je pense que vous avez eu peut-être pas mal de gens qui sont venus visiter pour dire tiens, ça nous intéresse. Alors peut-être qu'il y a eu à Fourmies, à Comines, je crois qu'il a dû avoir un lieu comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. 36 000 communes en France, je ne pense pas qu'il y ait 36 000 lieux musicaux en France. Non, c'est dommage. Je vais peut-être un petit peu être partie prenante, mais parce qu'à Grande-Synthe, on a une éducation citoyenne.
Peut-être, oui. Et quand on sait l'histoire de la naissance du lieu musical, elle est proprement dite citoyenne. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des jeunes qui étaient forts dans le milieu associatif, tout ça, et qui ont impulsé des nouvelles idées, et ça l'est aujourd'hui encore. C'est vrai que quand tu te souviens des années 80, on était quand même jeunes, mais on courait un peu partout, quoi. Citoyen, excuse-moi, ouais. Mais je veux dire, on courait, on collait les affiches, on participait, on venait... C'était un côté bénévolat, mais bien. On faisait des booms, on invitait tout le monde. Des booms, ça fait vieux. Là, si je dis ça à ma fille, je vais faire cartonner. Là. Ouais, ça s'appelle des soirées. Là. Nous, on est deux vieux, donc on peut. On a le droit, chacun voit midi à sa porte. Hein. Alors, tu préfères le chant des sirènes ? Je préfère les sirènes, même pas. Alors, attends, je termine. Le chant des sirènes, le chant des baleines, ou bien le chant bulgare. Alors, il paraît que le chant des sirènes, ça te rend dingue, mais le chant bulgare, pas. Peut-être pourquoi. Ouais, ça dépend. Si les bulgarettes, elles sont bien. Ah, mais non. non, mais. Allez, on s'excuse. On s'excuse, mais non. Allez, on est d'accord. Le chant bulgare. Je m'excuse. Je suis désolé, sincèrement. C'est parfait. Mais le chant des baleines, parce que moi, j'aime bien écouter les dauphins, les baleines, tout ça. Je sais pas si t'as pris le temps d'écouter ça. Oui. Et ça t'emmène loin, ça, quand même. Ouais, comment dire, je l'ai découvert à l'époque, maintenant je le sais, mais après, ça calme. Hein. Ça calme, et puis ça te remet les pieds dans l'eau, je dirais, parce que bon, on n'a qu'une planète, on n'a pas deux, quoi. Donc, faut la conserver. C'est effectivement, je veux dire, c'est pour t'amener un petit peu à cet endroit, c'est qu'on a la chance d'avoir une planète avec largement. Une diversité, une biodiversité qui est magnifique, et là-dessus, je pense qu'on a tous intérêt à s'engager c'est pas que moi qui le dis, mais à préserver tout ça le plus longtemps possible. Et oui, parce que surtout que tu sais que t'en as pas ailleurs. Et pour y aller ailleurs, il faut une tonne d'énergie que t'auras peut-être pas, quoi. Donc voilà, c'est tout. Parmi ces 3 festivals qui ont lieu à Grande-Synthe, lieu, dans quel ordre tu les classerais ? Donc nous avons les musicalités, les mondes pluriels et le Bécart Blues Festival. Moi, je dirais les musicalités d'abord, le bluescar, et puis le dernier à la fin. Comme ça. Comme ça ? Ouais, je sais pas pourquoi. Musicalité, parce que j'ai une paire de fois je suis allé, et puis ça m'a bien scotché, quoi. Mais bluescar, alors... Je suis pas un bluesman, c'est ce que me dit François. Je connais. Il n'y a pas que toi. Non. En fin de compte, moi, des fois, on est bien surpris. Mais... En fin de compte, quand tu vois un guitariste de rock, etc., tu démarres par le blues, tu fais le rock, et après tu as fait le jazz rock, machin, etc. Moi, j'ai zappé le blues. Je sais pas pourquoi. J'ai zappé le truc. Je suis allé directement du rock au hard rock, quoi. Et ça a toujours été ça. Et j'ai jamais. Par exemple, je me souviens avec le batteur avec qui j'ai joué dans le SPG, dans 83. Donc on se rencontre, il dit ce serait bien qu'on fasse un bœuf, ok, donc il vient avec sa batterie, moi avec l'ampli, machin, le bassiste, son copain, la guitare, on démarre, on dit on fait un blues, et puis au bout de même pas d'une minute, il dit on va peut-être passer à autre chose, parce que donc le batteur me dit on va peut-être passer à autre chose, parce que moi le blues ça me dit rien, et puis moi je dis moi non plus, donc tous les deux on éclate de rire, et on a démarré notre premier morceau comme ça, et puis voilà. James Brown, Miles Davis et Tania Maria sont sur le Titanic avec toi. Ouais. Tu es musicien. Ouais. Lequel ou laquelle gardes-tu sur ton radeau ? Miles Davis. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu 2 fois sur scène, c'est un mec impressionnant. J'ai beaucoup écouté sa musique, même ses origines, etc. Tout ce qu'il a fait, je sais pas comment l'expliquer. Miles Davis, il a déjà, j'avais lu des articles énormément sur lui, etc. Et des interviews, et puis c'est quand même quelqu'un qui a changé 4 fois la musique, quoi. Il est parti du truc très très cool, qui est un succès. De toute façon, maintenant, dans le jazz, t'as un gars qui va te prendre une Chenifi, 15 000 boules ou quoi que ce soit, le mec, il va prendre Kind of Blue, quoi. C'est même pas un autre album, ils vont prendre Kind of Blue et clac, so what, et ça part. Et boum. Rien que ça, tu vois un gars qui t'amène, parce que ça fait partie de l'histoire humaine, c'est de l'histoire musicale humaine. Donc voilà, il arrive ça, Miles Davis, je pars avec lui. On va conclure sur cette seconde partie. Donne-moi tes 3 sandwichs préférés.
L'américain merguez, l'américain fricandel, par Franck. L'américain merguez qui nous est cher à tous les deux. Ah oui, oui, surtout après le lieu musical, parce qu'avec François, et avec Tepfay, avec Goldslack, on répétait, et arrivé à minuit, 1h du matin, on prenait la bagnole, on allait jusqu'à la gare et là, tu te régales. Et tu prends ton méga. C'est le meilleur moment de la nuit. Tout à fait. Allez, la dernière. Tes 3 plats préférés? Canard à l'orange, j'adore ça. Moi aussi. Il y a ça. De temps en temps, les pâtes à la carbonara, c'est comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi. Et le 3e plat, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas, moi, un burger. Allez, et ben voilà, merci Philippe. Le timer nous arrête. Si tu veux réussir à te connaître toi-même, tu dois sonder ton cœur et t'accepter. Tel que tu es vraiment. C'est lui qui refuse obstinément de s'accepter tel qu'il est voué à l'échec. On va passer à la dernière étape de ce podcast, celle qui concerne les évolutions musicales ou à venir, les choix à faire ou ne pas faire dans un parcours musical, les médias et autres points. C'est la partie actualité, c'est notre époque, c'est la partie réflexion, philosophie, évasion. Allez, on y va. Mon cher Philippe, ton actualité discographique, c'est quoi aujourd'hui? Il y a un support qui doit sortir bientôt, je crois. Oui, alors justement, avec ce rebond, avec Fillmore, avec François Moreau, moi j'ai, à la fois, d'une part, on s'est dit, on refait un répertoire, on enverra aussi des brides de morceaux, etc., des rushs pour pouvoir faire des petits concerts à droite à gauche. Et j'ai dit, on va rajouter une carotte. Et la carotte, c'est le CD. Enfin, quand je dis le CD, c'est sortir un album. Voilà, c'est ça. Et donc, ça motive, quoi, parce que, voilà, quoi, tu prépares tout ça, tu vas en studio, et puis ceux que tu as déjà composés, tu les mets en studio, tu regardes, etc. Et donc ça, c'est la priorité numéro 1 pour l'instant de Fillmore. Et on a fait ça, donc c'était à la période Covid, donc on a eu des arrêts, etc. Et en même temps... On va y revenir après, si tu veux bien. Et donc on a pris ce parti-là, et puis c'est une empreinte, c'est-à-dire François et moi, on a 60 ballets, et puis on se dit, on va marquer le coup. Déjà. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, c'est surprendre les gens en se disant, voilà, t'as quand même 60 ballets, mais tu sors quelque chose, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, je fais le lien, mais vous étiez là au départ, et en 2026, le lieu musical aura 40 ans. Oh, purée. Donc je pense qu'on se fera une belle fête. Ah ouais. À mon avis. Alors, je reviens sur votre album qui va sortir. Là, vous êtes à combien de titres sur cet album? Alors, on va se limiter à 9 morceaux, pas plus. Ce qui est pas mal. Et puis c'est pareil, le fait d'avoir travaillé en studio avec José Barrois, donc c'est au studio son à Dunkerque, ça m'a permis aussi de réécouter des albums en fin de compte. Tu te pointes avec ta musique, tu viens, etc. Alors, tu discutes avec l'ingénieur. Des morceaux des tiroirs, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que le fait d'enregistrer ta musique qui est quand même rock instrumental, enfin de la musique très lyrique, etc. Ça te permet de ressortir des albums chez toi quand tu écoutes ton morceau et en même temps tu dis tiens, je vais ressortir un Beatles, je vais sortir un Rolling Stone, je vais sortir un Miles, je vais sortir ça. Je t'écoute, un Pink Floyd, pourquoi? J'en ai jamais écouté depuis pas mal de temps. Et tu découvres, tu dis il faut quand même à la fois se faire plaisir musicalement, mais faire plaisir aussi à l'auditeur. À celui qui va écouter. Voilà. Et à un moment donné, si c'est de la performance, pour faire de la performance, pour dire, tiens, j'ai droit à combien sur un CD? C'est 60 minutes. Je mets 60 minutes de musique. Mais peut-être que le gars, au bout du 14e morceau, même pas, au bout du 3e morceau, je dis, c'est cuit, j'arrête. Parce que il y en a des fois, des musiciens comme ça, ils montent sur scène et ils jouent pour eux et on sait pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Ça arrive, et après, alors, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais après, c'est aussi le fait que quand tu découvres des albums qui ont marché, tu essaies de savoir pourquoi. Alors, moi, je suis partisan, alors ça, c'est mon credo, je vais te le dire, c'est la diffusion qui fait l'événement, c'est jamais l'inverse. Moi, je ne crois pas que c'est l'événement qui te fait, ça y est, tu vas en parler. Pour moi, c'est tu diffuses l'information, et c'est ça qui marque la mémoire humaine. Tu prends les 2 tours, elles se sont écroulées, c'est parce que ça a été diffusé mondialement.
Ouais, parce qu'il y a des événements qui se passent, mais on les diffuse pas, on les oublie. Alors ça, c'est mon credo, hein, je peux me tromper, c'est tout, c'est ma croyance, mais tu prends par exemple l'Arche de Noé, pourquoi ? Parce qu'elle est dans la Bible et on l'a racontée à tout le monde. Et tout le monde connaît l'Arche de Noé, voilà. Si tu prends par exemple la peinture, ça veut dire quoi ? C'est tout le monde va dire, cite-moi un tableau, on va te sortir la Joconde. Pourquoi ? Parce que pendant toutes les années 60 et 70, elle était dans les bouquins d'histoire. Et c'est la diffusion, et voilà. Donc je pense que plus on parle de toi, partout, dans n'importe quel type de support, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, etc. Si on prend ta musique, etc., on te la met, t'es diffusé, t'as toute une machine derrière qui produit, c'est-à-dire qui te produit, qui te diffuse, qui diffuse, t'as plus de chances de marquer quelque chose que le gars qui va faire sa musique dans son coin, elle reste dans un coin, peut-être que dans, 100 ou 120 ans, les mecs vont dire, bon, ça a marché dans les années 70-80, ok, mais par contre, t'as vu, cet artiste-là, il a sorti ça, il a fait ça, et ça va peut-être marquer. J'en sais pas plus. C'est mon credo, c'est ce que je me dis. C'est ce qu'on a souvent remarqué, voilà. Plus on diffusait, plus ça allait. Voilà, ça c'est ma réflexion. C'est une empreinte. C'est ma réflexion, je me trompe peut-être, mais voilà, peut-être que je vais changer d'ici 15 ans, preuve du contraire. Alors sur cet album, vous avez eu la partie création, composition, et vous avez eu la partie studio, ça s'est passé comment ? Très bien, et ça continue. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, au départ, quand on avait fait notre album, le premier album en 2001 avec Tumble Home, on a fait 3 jours d'enregistrement. On a attendu 15 jours et après on est revenu pour faire 2 jours de mixage. Donc c'est court, ça fait une semaine. C'est très rapide même. Très rapide. Mais la technique à l'époque, c'était ça, c'est-à-dire que tu avais des magnétos à bande, et puis ces fameux magnétos à bande, voilà, tu dois enregistrer l'instant tout de suite, et le gars qui se plante, il doit recommencer, mais il se recommence tout seul. Tandis que là, maintenant, l'informatique, là, tu viens, tu poses, tu réécoutes, tu peux couper, donc c'est pas la même chose. Et le fait aussi, c'est que on a choisi en fin de compte deux journées par mois, ce qui fait qu'on enregistre. Alors au départ, comme je suis tout seul, parce que maintenant, si on était plusieurs musiciens, on aurait pu faire un enregistrement direct et après on modifie les parties, chaque partie. Un live. Mais comme on n'est que 2, donc moi je viens, donc je suis obligé de mettre déjà la trame qu'on a dans le looper. C'est la trame qui est dans l'informatique. Après, je mets la basse, on cale la basse. Après, je mets mes accords. On cale les accords et après, je mets les guitares, les parties à droite. Et François vient uniquement à la fin. C'est vraiment quand tout le morceau est calé. Après, on prend le morceau, je donne à François, il le travaille ici en répète, là, au lieu musical, et après, en fin de compte, il vient se caler sur ce truc-là. Donc c'est très long, et c'est coupé, pourquoi ? Parce que ça nous permet, pendant 15 jours, 3 semaines, de dire, oh là, ça c'est pas bon, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on... C'est parfait que tu expliques tout ça, parce qu'il y a souvent, effectivement, nous on le voit ici au lieu musical, des tas de jeunes, et c'est respectable, qui arrivent, qui savent pas ce que c'est qu'effectivement le studio. Oui, tout à fait, et que ça a changé aussi. Ça va en claquant des doigts, mais malheureusement, il faut bosser pour construire quelque chose de correct. Alors, je t'arrête, je te propose d'écouter justement un morceau de l'album, je crois. Non, c'est des compos... Compos un peu plus perso. Ouais, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore fait le mixage, donc je préfère... voilà. On y va, on écoute. Je préfère, voilà.
Là, je t'emmène un peu sur un champ un peu plus... tu vas voir. Quel constat tu fais aujourd'hui en matière de diffusion des musiques actuelles? Comment tu observes la situation, plus largement, la place du live et la scène? Ah, c'est une très très belle question, une très grande question. Je ne sais pas comment je vais répondre parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivent en tête. Alors je la fais courte, ton regard sur la musique actuelle. La musique actuelle, je t'avouerai franchement, elle est aussi intacte au niveau de la fraîcheur des jeunes musiciens, etc. Ça, je vais te dire, ça ne changera pas. Il y aura toujours des gens passionnés de musique et il y a des gens qui sont passionnés de l'écouter, c'est-à-dire des mélomanes, voilà. Donc il y aura toujours des auditeurs. Maintenant, au niveau... Alors, maintenant, il y a des trucs de dingue, c'est-à-dire que maintenant, il y a YouTube qui existe, l'Internet, tout ça. Il y a le streaming. Donc, moi, j'ai du mal à m'adapter parce que je suis un vieux schnock. Mais bon, voilà, ça existe. Deux, allez. Ouais. Donc, il y a ce côté-là que je découvre. Donc, j'apprends, voilà. Et par contre, ce que je suis peiné, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est parce que moi, bon, j'ai eu une culture qui a été formatée à la fois, bien sûr, par les disques vinyles, mais aussi par la télévision. C'est-à-dire qu'il y a eu Les Enfants du Rock, il y a eu des émissions qui s'appellent Chorus, qui m'ont beaucoup éveillé. Sex Machine? Ouais, Sex Machine, tout ça. J'ai découvert des tas de... C'est-à-dire qu'en France, quand tu regardes les années 70, tu avais les numéros 1 de Carpentier, etc. Ben, c'était Johnny qui a invité Sylvie et qui a invité Michel Sardou. Il y avait Après, 15 jours après, tu avais le numéro 1, Michel Sardou, qui a invité Johnny, Claude François, et puis, je sais pas, Annie Cordy. Et puis, tu avais le truc avec Annie Cordy, qui a invité encore Di Michel, plus Sardou, etc. Donc, on a été gavé de la, comment on appelle ça, de la musique pop, quoi, la populaire. Bon, c'est tout, c'est bien. Je veux dire, les gens, ils ont fait leur beurre, etc. Et moi, je suis la génération underground. C'était la Barclay Music. Voilà, moi, je suis la génération underground. Led Zeppelin, ça passe pas à la télévision française. Les Who non plus. Moi, en fin de compte, j'ai un décalage de 10 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon lycée, j'ai vu le film Woodstock, quoi, tu vois, mais 10 ans plus tard, et je découvre, et tu te prends plein la tête, parce que c'est c'est ça que je veux faire. Je dis, c'est les Who, c'est Jimi Hendrix, c'est ce truc-là. Donc moi, j'ai un décalage de 10 ans. Et donc, c'est ce côté média qu'on découvre comme ça, je veux dire, j'appelle ça l'underground, qui est sorti quand même fin des années 70, début 80. Parce que tu as eu ces émissions Chorus, Garland Jeffries qui passait à la télévision, Bottom Rats, etc. Juste qu'on rattache les choses, c'est-à-dire que... Non, je vais trop vite. Non, c'est bien. Juste qu'on rattache les choses, c'est vrai qu'à l'époque, on avait quelques maisons de disques françaises. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et quand les majors sont arrivés, le virage s'est amorcé. Exactement. La world music est arrivée. Voilà. Et après, tu as eu un assèchement. Et cet assèchement qui est maintenant dingue, c'est-à-dire que tu as plus de 250 chaînes de télévision et l'assèchement musical, il est incroyable, quoi. T'as que dalle, quoi. T'as plus rien. À un moment donné, les seules chaînes, les seules choses, ou la seule chaîne qui faisait un peu de la musique de manière générale, etc., c'était Arte, peut-être à l'occasion. Après, je connais pas toutes les télés. Hein. Moi aussi, j'ai un décalage. Et puis on avait M6 qui se voulait chaîne musicale et qui a pris ses virages, elle aussi. C'est ça. Donc, tu as eu ce assèchement, c'est-à-dire que d'un côté, quand, par exemple, je sais plus, l'animateur, ça va me revenir, ça aussi, c'est l'âge. La vieillesse, c'est un naufrage, faut le savoir, ça. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est aussi une réelle ouverture, la vieillesse. Quand il y avait Taratata, à un moment donné, donc l'animateur, il avait fait venir quand même des pointures, il a fait venir quand même Bowie. Il s'appelait Nagui, c'est ça? Nagui, voilà, merci. Il est encore là, mais il fait un petit peu autre chose. Ouais, donc il a fait venir Peter Gabriel, David Bowie, etc. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, ça a été les gens qui avaient une aura dans les années 70 qui sont revenus à Taratata, qui les Laurent Voulzy, machin, les Sylvie Vartan, tu te rends compte que, en fin de compte, là où il a cartonné au niveau du nombre de visions, de vues aux téléspectateurs, ça a été Sylvie Vartan, faut le faire, quoi. C'est ça qui est dingue. Oui. Après, c'est la France. C'est comme ça, la France, voilà, c'est la chanson française. Alors, on n'est pas dans la critique, on est dans un regard à poser. C'est le regard que j'ai, c'est le regard que Philippe Amelot, voilà, avec son œil, peut-être qu'il est pas bien, mais c'est pour ça qu'il porte des lunettes, mais voilà, quoi, c'est tout. Je reviens un peu plus sur le live. Ouais. Ton regard sur le live aujourd'hui pour les musiciens amateurs. Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que je trouve que... Alors, c'est peut-être aussi un mauvais regard, mais je pense qu'il y a de moins en moins de scènes qui sont ouvertes pour les jeunes. Avant, on faisait des premières parties. Alors maintenant... je veux dire, c'est plus ce que ça veut dire. Je sais même plus ce que ça veut dire. Et puis t'as des locaux aussi. Alors
ça dépend aussi du choix ou du style que t'as, mais nous on fait de la musique instrumentale, donc t'arrives dans un café, bon, si le café il est open bar, c'est-à-dire ok, allez, vous allez faire votre... Parce qu'avant il y avait des morceaux, il y avait des groupes de jazz, il y a des groupes de jazz rock, etc. Charlie Parker, c'était que des bars, quoi, en fin de compte. C'était des bars, et puis quand tu écoutes bien le bebop de Charlie Parker, c'est quand même, ça swing, quoi, ça danse, quoi. Donc c'était fait quand même comme ça. C'est un vrai groupe, même si c'est de la musique instrumentale, c'est de la danse. Donc peut-être que nous, on n'a pas fait de la musique de danse, quoi. Donc t'as ce côté-là qui est quand même assez pauvre, quoi. Donc c'est difficile. Enfin, pour moi, alors en tant que vieux, c'est difficile, mais j'imagine les jeunes, c'est pas facile non plus, quoi. Voilà. Sans changer de registre, ma question suivante, c'est pour toi, être musicien, ça permet quoi en 2023 ? Est-ce que ça permet de se faire connaître ou de se faire reconnaître ? Alors, ça, c'est le dilemme philosophique des êtres humains, c'est la reconnaissance personnelle. Ça, c'est compliqué. L'ego. Ouais, l'ego. De toute façon, l'ego, c'est ça qui fait perdre l'être humain. C'est l'ego. De toute façon, c'est tout bête. C'est moi je. Ça, c'est sûr. C'est ça qui flingue tout. Alors, je suis là sur connaître, reconnaître. Après, il y a le côté. Alors, il y a un autre côté qui s'appelle le côté mimétisme. Ça, on est des êtres mimétiques. C'est-à-dire que il n'y a pas plus mimétique qu'un être humain que par rapport à un animal. Un animal, pour sa survie, il va devoir donc apprendre en fonction de sa mère, son père, enfin je veux dire ses géniteurs, pour dire voilà, un chat, il va regarder sa mère, etc. Il va tout faire de manière à ce qu'il puisse survivre. Et nous, l'être humain, comme disait Aristote, il n'y a pas plus imitateur que l'être humain, rien que pour la musique. Et on est influencé. Et si j'ai fait du hard rock, c'est parce que j'ai copié Van Halen. Qui Van Halen a copié Eric Clapton, tu vois, et là tu peux remonter en arrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas voir Vivaldi qui va copier, je sais plus comment il s'appelle, l'artiste, et ça l'a motivé, ça l'a boosté, etc. Ça l'a mis là. Après tu as... On est tous inspirés. Mais voilà, après Vivaldi, t'as eu Bach qui a copié Vivaldi, après t'as eu Mozart qui a copié Bach, après t'as eu Beethoven qui a copié Mozart. Donc, tout, on peut pas dire que je suis un génie, c'est ça l'ego, c'est dire je suis un génie, j'ai créé, donc ça marche, voilà, j'ai fait un album, I am the best, I fuck the rest, excuse-moi de l'expression, mais c'est faux parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui a initié ton désir, c'est la personne qui t'a influencé, tu dis, ah, je veux être comme lui. Pourquoi ? Quand j'étais adolescent, quand il est venu avec sa cassette de Van Halen, bah, c'était ça, je me suis laissé pousser les cheveux, côté mimétique. J'ai mis du sparadrap sur ma guitare, comme des millions de guitaristes mimétiques, donc c'est ce côté-là, quoi, enfin. Alors on cherche tous notre moment de gloire. Oui, en voulant être connu. Ouais, oui, c'est vrai. Pour être reconnu. Pour être reconnu. Mais après, ce qui est le plus essentiel, c'est la musique. Oh, franchement, je pense que je mourrais avec un air dans la tête, ça c'est sûr et certain. Je voudrais qu'on me mette la radio, même dans mes derniers soupirs, quoi, n'importe quoi, mais voilà. Je t'emmène en 1982. Wow. C'est une date importante pour nous musiciens, puisque un monsieur qui s'appelait Jack Lang. Oui. Bonjour, c'est le Jacques. Qui a exercé des fonctions de ministre de la Culture. Voilà. Ouais. Il a officialisé la fête de la musique en disant un espace pour tous, sans hiérarchie des genres. Ouais. T'en penses quoi de ce moment dédié aux pratiques amateurs ? Génial. Et je te demanderai quel regard tu portes sur cette fête actuellement. Alors, bien, très bien. Mis à part qu'à un moment donné, tout le monde se... dire que... Comment je pourrais expliquer ça ? La musique, elle est tout le temps, elle est vivante, c'est une vie. La musique, c'est la vie. C'est une vie. Tu fais de la musique, c'est une vie. Ça se résume pas à une fête dans l'année, quoi. Tu vois ? Donc, à un moment donné, je veux dire que la musique de la fête de la musique, c'est un événement en France, etc. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire que ça nous a permis, nous, par exemple, Temple Home, à un moment donné où on n'avait pas trop la frite au niveau des concerts, etc., de sortir de notre salle et de faire un petit concert devant des gens gratos, machin, etc. Ouais, tu pouvais aller te poser avec ton ampli sur le trottoir et puis voilà. Faire du bruit ça, bien. Ou de la musique. Donc c'est ce côté-là que j'apprécie beaucoup. Après, il y a plein de choses, quoi. Il n'y a pas uniquement le 21 juin, quoi. Alors je continue. Est-ce que, d'après toi, elle correspond à notre actualité musicale ou bien doit-elle disparaître pour laisser la place à autre chose ? Le lieu musical ? C'est une vraie question. Ouais. Tu parles du lieu musical ? De la fête de la musique. Ah non, faut la laisser. Je pense qu'il faut la laisser. D'après toi, il faut la laisser. Moi, je sais pas, mais on peut s'interroger sur
Non, faut la laisser. Même si, comme je dis, il n'y a pas qu'une journée de musique ou qu'une soirée de musique dans l'année. Non, faut la laisser. Non, je pense que Jacques Lang là-dessus, il a marqué le coup. Et puis ça passe à travers les gouvernements, ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est ça. Et puis on peut quand même espérer que les musiciens reprennent le dessus sur le moment. Oui, tout à fait. Oui, loin, mais exactement. Bien vu. Faut que les musiciens ils se disent c'est la fête de la musique hein. Quoi. Ça doit pas être quelqu'un d'autre. Ouais, exactement, c'est nous quoi. Je pense aussi. Donc voilà, je veux pas. Non mais très bien Carrie. Je partage ton avis. Un regard comme ça On a connu le départ, donc on sait un peu de quoi on parle. Ouais. Hein. Moi, je me souviens que j'étais à TT Game avec mon bon pote qui est en train de faire la pochette de notre album là. Ouais. Laurent, j'avais mis mon ampli en plein milieu du jardin à TT Game et je l'avais poussé à fond comme un dingue à Hendrix et puis je jouais comme un crapaud, mais c'était ça la fête de la musique quoi. Je t'amène sur une question essentielle pour nous tous. Ouais. Tu pratiques la musique audio-musicale depuis pratiquement ses débuts d'existence. Ouais. Quel pourrait être l'avenir de ce type d'équipement dans la ville de Grande-Synthe de manière la plus large possible? C'est-à-dire, je voudrais que tu... On a un lieu musical qui a 40 ans bientôt. Comment tu le vois dans 50 ans, 60 ans? Encore mieux avec plus de moyens, excuse-moi. Je verrai encore plus de salles, je verrai un lieu encore plus grand, avec peut-être pourquoi pas une scène intégrée, un lieu clos par exemple, tu vois, mais un grand, enfin quand je dis clos, le côté espace ouvert là c'est quand même pas mal, mais plus grand, plus performant, avec les nouvelles technologies, peut-être aussi avec d'autres personnes. On peut penser qu'il mérite effectivement sa visibilité optimale en matière de bâti. Imagine déjà le nombre de groupes qui doivent vous sonner à votre porte pour pouvoir avoir une salle. Mais on refuse beaucoup de monde. Mais on refuse beaucoup de monde. Malheureusement, on refuse beaucoup de monde. Ça aussi, ça a été une question avec François. On s'est dit, on s'est retrouvés à deux. J'ai dit c'est plié quoi. On a eu ces 2-3 mois et on a réussi à rebondir et ça c'est peut-être aussi grâce à vous hein. C'est ça aussi. Alors sans aller trop vite, je reviens quand même sur la période de confinement. Ouais. Comment tu l'as vécu? Très mal. Voilà, comme ça c'est clair. Hein, Alors, je vais quand même terminer ma question. Excuse-moi. Non, mais t'as raison, mais c'est vrai que personne n'a vécu bien, je pense pas. Non. On se mentira à soi, de toute façon. Comment tu l'as vécu sur le plan musical et quelles ont été tes sensations et si nous devons aujourd'hui retrouver une période comme celle-ci, tu ferais quoi? Si je devais retrouver une période comme celle-ci, je pense qu'avec les moyens technologiques, actuels, je pense que je composerais par écran parce que c'est le seul moyen où j'arriverais à communiquer avec François ou avec n'importe quel musicien. Et puis j'en profiterai peut-être aussi. Tu sais que, pardon, je t'ai coupé, mais c'est quand même une période où les concerts à domicile sont revenus. Ah oui, tout à fait, un truc de dingue. C'est une belle idée, ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Je te laisse continuer. Non, je disais que c'est ça. Si c'était à refaire, à revivre, parce que je trouve ça horrible. Puis surtout, j'en sais pas plus. Je vais pas aller dans des réflexions. On revient sur une note plus positive. Ouais, tout à fait. La scène rock sur le littoral. Ouais. Pour toi, est-ce qu'elle a une identité musicale, une organisation? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a des organisations qui essaient de créer quelque chose. Ça, je crache pas dessus. Après, c'est peut-être une question de génération. Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même des jeunes qui sont derrière, hein, qui poussent au cul, quoi, quand même. Donc ça, c'est bien. T'as la relève, quand même. Mais je trouve qu'il y a moins de lieux qu'avant, quoi. Je sais pas, c'est ça, c'est mon sentiment. Merci. Alors, avant de se quitter, tu as fait un parcours musical, musicien amateur. Quel est ton message que tu veux transmettre aux futurs musiciens et aussi à ceux qui permettent que les pratiques amateurs puissent exister? Continuer. Tout le temps continuer, même malgré si vous avez des périodes de doute, des périodes de creux de vague ou quoi que ce soit, c'est un passage et puis le passage c'est comme une vague, hein, il y a un creux, il y a un haut et puis à un moment donné vous allez voir le haut qui va reprendre et puis voilà, continuez. Top timer, merci Philippe. Salut. On se retrouvera un autre jour, à bientôt. Ouais, au revoir. Ciao, salut. Waouh, t'as choisi d'écouter les petits podcasts du lieu musical? T'es quelqu'un, hein? C'est en stream, un vendredi par mois, pendant 1 heure, et tu écouteras des artistes comme tu ne les auras jamais entendus. Sincèrement, bon choix.